Donc je vous redis bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Moi, je vais juste vous apporter une petite précision technique pour le déroulement de la soirée. C'est une conférence qui va être captée, qui est déjà captée a priori. Donc, à l'issue de la présentation faite par Hugo, vous pourrez poser des questions, mais nous vous ferons circuler un micro pour qu'au niveau de la captation et même pour l'ensemble des participants, on entende bien votre question pour être sûr voilà, que l'échange soit riche. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Merci Véro. Bon, je me présente Louis Galdos, maire de Cabreton. Donc je suis heureux de vous accueillir. Si je peux regarder un peu en tant que sportif, on est à guichet fermé. Voilà, c'est parfait. C'est un peu ce que me disait Hugo, notre spécialiste ou même l'homme du gouffre de Cabreton, voire maintenant de Nazaré, puisque c'est grâce à lui que le jumelage a été mis en place. Et puis, simplement vous dire c'est en 2015, tu me disais, en 2015, c'était la première journée du gouffre. Il y a eu 1100 personnes à peu près, 1100 personnes. Et là, c'est un remake, c'est une redite. Mais je pense que vous allez en apprendre encore un peu plus parce que de ce que tu m'as dit, il s'est allongé de 50 km. 30 km, voilà. Donc vous allez avoir les dédales du canyon. Et puis à côté, Nicolas Bidou. Alors, ce n'est pas un t-shirt qu'il va mettre à vendre, non, c'est pour signaler son association Cabgouf, qui est une association cabretonnaise qui a 2 ans d'existence, c'est ça, mais qui travaille depuis très longtemps sur le gouffre, puisque c'est un peu notre partie scientifique, plongeur, associative, qui va vous donner ce qu'on peut y trouver, et surtout les coraux qu'on peut y trouver, qui sont exceptionnels. Donc voilà. Et puis, je vais faire un peu de promotion aussi pour la ville, hein, et pour notre MOP, dont on a Adèle qui est là. Elle vous accueillera. Vous allez voir, il y a un petit livre qui a été édité, qui vaut ce pesant d'or sur le gouffre. Donc, je pense que ça vaut aussi. Et puis la carte qui est essentielle, celle qu'on ne voit pas, qu'on peut regarder de loin. On est au pied du gouffre. Et vous allez voir, vous allez découvrir ça. Donc, passez une bonne soirée. Et puis, je sais qu'on vous laisse dans de bonnes mains. Voilà. Merci à vous. Et vous allez passer, je pense, malgré le beau temps, quelque chose d'un peu exceptionnel. Voilà. Merci à vous. Merci. Alors, bon, merci d'être là. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire une présentation du gouffre. En fait, ce que disait M. Galdo, c'est vrai, monsieur le maire, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur le gouffre, donc en 2005 et puis surtout en 2015, la longueur officielle, c'était 270 km. Aujourd'hui, c'est 300 km. Ça ne veut pas vraiment dire qu'il a poussé, qu'il a grandi de 30 km, mais c'est la recherche qui évolue. Et donc, au fur et à mesure, c'est pour ça que tous les 2 ans, on fait une journée du gouffre. La prochaine sera le 12 octobre prochain. C'est un dimanche, donc toute la journée, ça consacré beaucoup aux abysses. Il y a pas mal de sujets. Et puis aussi, pendant que j'y suis, je vous parle de la prochaine conférence qui a lieu dans le cycle gouffre, c'est-à-dire on fait venir un gars qui est assez génial, qui s'appelle Bill François, que vous connaissez peut-être, qui a gagné le concours de l'éloquence et qui est à la fois, c'est un jeune gars, ingénieur, orateur, formidable, qui connaît les poissons mieux que personne et qui va nous parler de tous les poissons et les créatures qui vivent dans le gouffre à sa façon. Si vous faites Bill François sur Internet, vous allez voir. Donc je vais vous parler un peu du gouffre et puis après ça, on passera la parole à Nicolas de Cap Gouffre Exploration qui vous expliquera les recherches scientifiques qui ont lieu sur le gouffre, notamment grâce à lui et son équipe de plongeurs. Et puis on prépare aussi une expédition. Enfin, il y a plein de choses nouvelles qui vont avoir lieu. Donc voilà, ça sera en 2 parties et après on aura un débat. Donc si vous avez des questions, retenez-les pour nous les poser à Nicolas et moi après. Voilà. Merci. OK. Juste un dernier mot pour vous signaler donc, que toutes les conférences font l'objet d'une captation. Vous pouvez les retrouver sur le site de la ville. Et chaque conférence a un thème différent. Ce soir, c'était vraiment les bases du gouffre. Mais si vous allez sur le site de la ville, vous retrouverez toutes les thématiques que nous avons pu aborder. Voilà.
Alors voilà, la question la plus souvent posée, bien sûr, à propos du canyon, c'est mais comment se forme un canyon sous-marin? Et moi, c'est la première question que j'ai posée quand j'ai rencontré les gens d'Ifremer. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas répondre simplement. Parce qu'on parle d'une planète qui a des millions et des millions d'années et qui a connu des évolutions, la nôtre, et qui a connu énormément d'évolutions. Et en particulier, et c'est ça que j'ai appris en m'intéressant au gouffre, c'est que nous avons vécu sur cette planète des périodes de haut niveau marin et des périodes de bas niveau marin. Et il faut imaginer que ça soit haut et bas niveau marin, les rivières, les fleuves continuent à s'écouler, tout le système hydrographique de la Terre continue, mais évidemment, ce n'est pas du tout la même chose quand, regardez, la ligne actuelle, c'est la ligne rouge ici. Ça, c'est la ligne du territoire aujourd'hui. Il y a 40 millions d'années, donc on était là probablement sous des dizaines, des vingtaines de mètres d'eau. Et l'eau arrivait donc jusque... Alors là, je ne sais pas où on est, mais on est vraiment très avancé dans les terres. Donc c'est assez important d'essayer d'imaginer cette planète. Je vais vous montrer quelques niveaux marins. Donc là, on passe à 19 millions d'années seulement, ce qui est encore beaucoup, je vous l'accorde. Voilà la ligne de côte actuelle. Et vous voyez, l'eau, ici, s'enfonce assez profondément. En réalité, avant qu'il y ait un canyon à Cabreton, il y a eu un paléocanyon, c'est-à-dire un canyon qui commençait sur Terre. Et vous allez voir qu'il commençait pas très loin d'ici. Il commençait, alors là, on est 3 millions, donc voilà, notre ligne actuelle. Donc 3 millions, déjà, l'eau a reflux de la Terre. Et donc le paléocanyon, c'est-à-dire le canyon de Cabreton, en fait, il commence à Saubrigue. C'est assez étonnant. Mais vous voyez, alors, ce tiret-là, ça vous montre un peu jusqu'où ça allait. Et Saubrigue est pris dedans. Et en fait, on retrouve dans les marnes argileuses de Saubrigue, on retrouve des fossiles de coquillages. Et on retrouve aussi, vous savez que les poissons, ils ont une oreille. L'oreille d'un poisson, ça s'appelle une otolite. C'est comme une petite pierre blanche qui est d'une dureté extrême. C'est-à-dire qu'on retrouve des otolithes de poissons de plusieurs millions d'années, pratiquement. Ce qui est curieux dans les otolithes, c'est un peu comme les cernes d'un tronc d'arbre. Dans un tronc d'arbre, on peut lire l'âge de l'arbre, bien sûr, mais on peut aussi lire s'il a été en souffrance, par exemple en sécheresse, s'il y a eu trop d'eau, etc. Tout ça, on peut le lire dans les lignes d'un arbre. Et on peut lire les mêmes choses, pas les mêmes choses tout à fait, mais dans les otolithes de poissons, qui nous permettent de savoir quel genre de vie ils ont eu, en quelque sorte. Donc ce qui est important, voilà, c'est de comprendre que notre canyon, il était à l'intérieur des terres ici. Là, c'est une autre carte, il y en a très peu. Alors bon, je m'excuse, elles sont un petit peu abscons, il faut vraiment passer du temps à les regarder. Mais vous voyez, là, on est déjà dans l'époque canyon. Il faut aussi se souvenir qu'à un moment donné, alors s'il y en a d'entre vous qui connaissent la Bretagne Sud, la Vendée et aussi la côte nord-atlantique de l'Espagne, vous avez forcément remarqué qu'il y a des ressemblances entre ces deux côtes. Et ces ressemblances, elles sont évidemment causées par le fait qu'à une époque, eh bien, le golfe de Gascogne était fermé. Et donc probablement, j'ai été un peu vite. Probablement, cette côte-là et cette côte-là portent beaucoup de choses similaires, les falaises, les riasses, etc., qu'on retrouve. Donc, c'est très important de comprendre tout ça pour savoir un peu ce que c'est que ce canyon. Et donc, je vais vous parler quand même, parce que moi, c'est ça que j'ai appris en étudiant le canyon, c'est la question des bas niveaux marins. Parce qu'on imagine toujours la Terre telle qu'elle est. Nous, on a une existence qui est très courte par rapport à celle de la planète, évidemment. Et on ne pense jamais à quoi ressemble la planète quand il n'y a pas d'océan. Donc là, c'est une carte un peu bizarroïde, mais qui montre ce que c'est que la Terre sans l'océan. Et ce qui est important à observer, c'est que vous avez toutes ces régions-là qui sont juste des falaises directement sur les fonds. Par contre, là, l'Europe, ce n'est pas du tout ça. L'Europe, vous voyez, et je vais vous le montrer un peu mieux, là, l'Europe, c'est une espèce d'immense plateau, très peu profond. Vous allez voir à quel point il est peu profond. Vous allez avoir des surprises.
Donc, quand on est en bas niveau marin, évidemment, ça ne se passe pas du tout de la même façon ici ou là, en Espagne, par exemple, dont on va parler tout à l'heure aussi. Parce que là, quand le niveau marin est bas, comme c'est presque directement sur des falaises qui vont dans le fond de la mer, l'effet n'est pas très grand. Tandis que là, sur le plateau landais et sur tout ce plateau-là qui est à la sortie de la Manche, évidemment, ça a une importance énorme. Alors ici, vous voyez ces espèces de petits endroits. Ce sont des endroits où se sont écoulées des quantités astronomiques d'eau. Ça, c'est pareil. Je vous montre encore une fois l'océan sans eau. Et alors ici, on a quand même ce phénomène absolument... Vous connaissez les paysages de la Terre. Eh bien, ça, vous ne pouvez pas connaître. Vous avez ici une falaise qui fait environ 1000 km de long. Tout ça, ça fait 1000 km. Ça, c'est une chose. Mais ça, la hauteur de la falaise, c'est 4 km. Donc, imaginez une falaise de 1000 km de long et de 4000 mètres de haut. Voilà ce qu'on trouve au fond de la mer et qu'on ne trouve pas du tout de façon sur Terre. Ça, c'est sûr que ce genre de choses n'existe pas. Quant à notre canyon, il est là. Vous voyez, à cette échelle-là, il n'est pas si grand. Ici, vous voyez qu'il tourne. Il tourne parce qu'on est en face de Santander et qu'en face de Santander, on a un éperon, une espèce d'éperon montagneux qui fait que le canyon n'a pas pu continuer son cours. Et là, il se perd dans le golfe de Gascogne. Donc, le gouffre de Cabreton, en gros, voilà, c'est ça. D'ailleurs, ici, il y a un tout petit canyon, le canyon de Lianes, avec 2 L au début, et voilà, qui est assez intéressant, mais qui est tout petit. Donc voilà, c'est très important que vous voyez ça. Vous voyez, Brest est là, la Pointe du Raz est là. Je vous le dis parce qu'on va voir la Pointe du Raz tout à l'heure, et vous allez comprendre pourquoi je vous la montre. Donc, une partie de tous ces petits canyons se sont aussi formés parce que les choses ont continué à s'écouler, quel que soit le niveau marin. Donc, la chose vraiment importante à comprendre, c'est qu'il y a seulement 20 000 ans, c'est peu 20 000 ans, c'est-à-dire c'est Homo sapiens, ce sont des humains comme vous et moi, qui nous ressemblent complètement. Ce sont eux qui ont dessiné les grottes de Lascaux à cette époque-là, donc c'est quand même des gens très évolués. Eh bien, il y a 20 000 ans, on a connu un phénomène qui ne se produit que tous les 100 000 ans, heureusement pour nous d'ailleurs, qui est une inclination de la planète telle qu'on a automatiquement un phénomène de glaciation, parce qu'on n'est pas orienté de la même façon au Soleil. Et donc l'hémisphère nord de notre planète, il y a 20 000 ans, a été couvert d'une couche de glace. Tout l'hémisphère nord, c'est-à-dire... ça on va le voir plus tard, l'Europe, l'Irlande, tout ça, et pareil en Russie, pareil en Amérique du Nord, Canada, etc. La couche de glace qui était sur Terre à ce moment-là, elle mesurait 4000 mètres, 4 km d'épaisseur. 4 km d'épaisseur. C'est quelque chose de très compliqué à imaginer. Qu'est-ce qui se passe quand on a 4 km d'épaisseur de glace à la surface de la Terre? Eh bien, les eaux qui viennent du ciel, qui normalement devraient retourner à la mer, ne retournent pas à la mer, puisqu'elles se transforment en glace, en neige, en cristaux, etc. Et elles s'accumulent, au point qu'il y a 20 000 ans, le niveau de l'océan était 120 mètres plus bas. 120 mètres plus bas. C'est-à-dire que quand vous étiez à l'Estacade, il y a 20 000 ans, il fallait parcourir au moins 9 km pour trouver l'océan. C'est-à-dire que Cabreton n'était pas du tout au bord de l'eau il y a 20 000 ans. Et vous allez voir pour les autres villes encore. Évidemment, le canyon, il continuait à être là. Il était là depuis bien plus longtemps. Et forcément, les gaves venues des Pyrénées, les fleuves qui peut-être plus tard deviendront l'Adour ou une partie de l'Adour, continuent à couler. Donc c'est pour ça que la dernière conférence qu'on a eue s'appelait « Quand le gouffre était un fjord ». Ce n'est pas tout à fait exact, ce n'est pas exactement un fjord, mais c'était une façon de dire qu'il y a eu une période où toute cette partie-là était exondée, comme on dit. Parce qu'ici, vous voyez, ça c'est notre côte actuelle. Et en rouge, oui, j'ai oublié de vous dire, le rouge, c'était les limites de la France il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, la France, c'était ça. Et on pouvait aller à pied en Irlande, ce qui est quand même sympathique. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a une glaciation? Évidemment, c'est que toute la faune et les humains, eh ben, ils s'en vont. Ils ne restent pas sous 4000 mètres de glace ou à proximité de glace où il faisait extrêmement froid.
Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont, mais ils ne s'en vont pas n'importe où. Si vous voulez découvrir un nouveau territoire que vous ne connaissez pas, à l'époque où nous étions donc nomades, chasseurs, cueilleurs, ça c'est cette époque-là, qui est une époque très importante. Et tout ça, c'était un peu la fin de cette période-là. Donc, quand vous voulez fuir un endroit comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous longez le littoral. Si vous enfoncez dans le pays que vous ne connaissez pas, vous risquez de tomber sur des forêts, des vallons, toutes sortes d'obstacles. Tandis qu'en longeant le littoral, on a des obstacles quand même qui sont tous ces fleuves. Je vous montrerai une photo tout à l'heure à quoi ça ressemblait, qui ne sont pas forcément faciles à franchir. Mais il est certain que beaucoup de peuples sont venus dans le sud et dans cette région pendant la glaciation, et les animaux aussi. Là, donc, on a une image un peu plus vaste de notre période glaciaire. C'est un peu moins qu'à une autre époque, mais bon, ça vous montre un peu l'étendue de la chose. Voilà à quoi elle ressemblait, donc, notre Europe il y a 20 000 ans. La pointe du Raz, tout ça, la Baltique, la Manche, non. Tout ça a été collé, c'était que des terres. Et effectivement, les grandes villes portuaires, Nantes, 150 km de la mer. Mais ce n'est pas fini. Alors, je vous parlais des fleuves qui continuaient à couler. Donc, c'est ce type de paysage qu'on a dû avoir à ce moment-là, avec les fleuves qui continuaient à couler sur des territoires exondés. Et donc, effectivement, ce n'était pas forcément une autoroute facile à franchir. Voilà, donc l'autre phénomène qui est très important à comprendre et assez passionnant, c'est que dans cette glaciation, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous les fleuves qui viennent du nord de l'Europe, d'Allemagne, de Baltique, enfin la Baltique à l'époque n'était pas ouverte, eh bien ils ont formé une espèce de fleuve géant ici, qui s'appelait le fleuve Manche. C'était un fleuve à ce moment-là, un grand fleuve très important, et qui coulait sur la partie donc exondée et qui a fini par former, parce que c'était un fleuve très puissant avec plusieurs fleuves qui se réunissaient. On retrouve les sédiments jusqu'à des centaines de kilomètres, vous allez voir, et qui a fini par former toutes ces failles un peu plus loin. Donc ça, c'est une image bathymétrique du fleuve Manche qui présente un intérêt aussi. On voit toujours, il y a toujours un chenal profond, mais l'intérêt, c'est ces tirets blancs, parce que vous connaissez peut-être Calais, Douvres, le Cap Griné. Vous avez vu ces fantastiques falaises de craie. La craie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des coccolithes. Les coccolithes, ce sont des petites créatures marines. La craie sur laquelle on écrivait au tableau, noir dans le temps, c'était fait avec toutes ces petites créatures marines qu'on appelle des coccolithes. Et donc, il y a beaucoup de craie, comme vous le savez, entre Calais et Douvres, mais avant, il y avait un pont de craie. Peu de gens le savent, ça. Et donc, voilà une représentation artistique. Évidemment, ce n'est pas une photo d'il y a quelques milliers d'années. Une représentation de ce pont de craie qui reliait la France à la France et l'Angleterre, et qu'ont forcément emprunté un grand nombre d'animaux qui en ont profité pour aller de l'un à l'autre. L'autre chose intéressante, vous voyez, c'est que alors, vous voyez, la glaciation, évidemment, on avait de la glace qui arrivait, et on avait des chutes d'eau absolument énormes. Quand on regarde la bathymétrie de la Manche aujourd'hui, on retrouve ces tombants, et en bas de ces tombants, il y a ce qu'ils appellent des poodles, c'est-à-dire des bassines où l'eau est tombée tellement fort dans les chutes que ça a creusé le sol. Donc ça vous montre un petit peu les animaux qui ont migré en quelque sorte à cause de cette glaciation. Donc on sait ici à Cabreton, alors on a toujours, vous voyez, ce trait de côte absolument hallucinant ici, qui est le trait de côte de l'époque de la glaciation, voilà. Et surtout, il y avait énormément de phoques ici. Vous allez voir que les humains s'en sont beaucoup servis. On avait des animaux qui sont habitués au froid, quoi, les chamois, les bouquetins. Il y avait des rennes, beaucoup de rennes aussi. Ici, on n'en voit qu'un, mais il y avait beaucoup de rennes. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle un peu plus loin. Et voilà donc, voilà à quoi ressemblait notre pays il y a 20 000 ans. Donc, vous voyez, c'est très important de comprendre tout ça pour savoir ce que c'est que cet engin qui s'appelle, cet objet géologique, qui s'appelle le canyon, le gouffre. Donc, vous avez tous, j'imagine, entendu parler de la grotte de Cosquer. La grotte de Cosquer, évidemment, il y a 20 000 ans, eh bien, c'était une grotte sur une montagne, à certaines distances de la mer.
Et donc les humains, ils ont trouvé un boyau, une grotte évidemment exondée, dans laquelle il n'y avait pas d'eau. Et ils sont arrivés dans une salle comme ça, comme il y en a certaines, il y a Chauvet, des choses comme ça aussi. On arrive dans des salles où il y a des peintures rupestres absolument extraordinaires, la grotte de Cosquer. Et donc, ce qui est formidable, c'est que des gens aient réussi à la retrouver aujourd'hui, à notre époque, par moins 37 mètres de profondeur. Il fallait oser partir dans ce boyau où on ne peut pas forcément tourner. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu une ou deux personnes qui sont décédées dans cette recherche. Et là, ça vous montre vraiment, là, vous avez les dessins qui ont été faits, et tout ça a été fait quand la mer était plus basse. Donc là, vous avez un exemple parfait. Ça, c'est une représentation d'artiste que j'avais demandé à Olivier Marcy, qui vit à Cabreton. Et je lui avais dit, essaye de nous montrer comment était le canyon. Alors, il a gardé la ville et tout ça, mais voilà à quoi pouvait ressembler quand c'était exondé, sauf que là, on n'a pas évidemment le plus important, à savoir l'eau qui continue à couler, et jusqu'à 10 km avant de retrouver l'océan. Donc ça, ce sont juste des images pour vous montrer, je ne sais pas ce qu'elles font là d'ailleurs, c'est la tête de notre canyon, un petit peu pour vous montrer à quoi ça ressemblait, et pour essayer d'imaginer comment c'était quand c'était exondé. Alors moi, alors là, ça c'est mes fantasmes, c'est mes idées évidemment, mais je me suis dit à quoi ça pouvait ressembler. Alors, évidemment, là, vous voyez bien qu'on est dans le Colorado, ça n'a rien à voir. Mais on est quand même sur un endroit très, très plat, comme le plateau landais, et avec, au fond, un canyon. Donc, ça ne ressemblait certainement pas à ça, je vous l'accorde, il y a 20 000 ans. Mais moi, je rêve, ou alors à ça, allez savoir. Donc, c'est difficile d'imaginer à quoi ça pouvait ressembler. Alors, voilà, ça, c'est monsieur Samuel Toucan, chercheur d'Ifremer. Les niveaux marins, c'est lui ce qui m'a donné ces images. Et donc, il a fait une émission de télé et d'autres qui s'appelle Homo sapiens et la mer, qui est passée sur la 5, qui est une émission merveilleuse. Et on le voit à la pointe du Raz, aspergé par les vagues, en direct, filmé, comme ça, il y a des vagues qui pètent partout. Et il dit, ben voilà, il y a 20 000 ans, il fallait faire 300 km depuis la pointe du Raz pour trouver l'océan. Et voilà à quoi ressemblait la pointe du Raz il y a 20 000 ans. Et c'est M. Toucan, c'est son avatar, quoi, ici. Et voilà à quoi ressemblait donc la pointe du Raz il y a 20 000 ans. Je dois dire que c'est quelque chose qui nous fait beaucoup réfléchir. Donc je vais passer au deuxième. J'espère que je ne suis pas trop lent. Mais ce sont des aspects assez nouveaux pour moi que j'ai connu grâce aux conférenciers qui sont venus la dernière fois, quand ça s'appelait « Quand le gouffre était un fjord ». Et donc, ça, c'était M. Toucan. Ça, c'est M. Pétillon, qui a un programme qui s'appelle Paléo 7, qui travaillait au CNRS, et qui montre le lien très étroit qui unissait les populations de l'époque. Encore une fois, chasseurs-cueilleurs, regardez à quel point ils nous ressemblent. Bon, vous allez me dire, c'est des dessins, on ne voit pas grand-chose. Mais c'est vraiment, il faut se souvenir de ça, c'est que c'est des humains comme vous et moi. Alors évidemment, au départ, on n'est pas forcément... on est chasseurs-cueilleurs sur Terre, bien sûr. Alors voilà, ce qui est intéressant dans tout ce que vous allez voir, ce sont les outils. Vous allez comprendre pourquoi, tous ces outils-là. Vous voyez bien que c'est... alors ça, c'est en bois de renne, ok, cran silex. Celui-là aussi, ça, c'est du renne. Voilà. Donc on peut distinguer assez facilement un os de renne d'un os de baleine, puisque vous allez voir des os de baleine et de phoque, parce que les os de cétacés et tout ça sont poreux des deux côtés. Les os de renne ne sont poreux que d'un côté. Donc, ils se servaient beaucoup des bois de renne. En plus, il ne fallait même pas tuer un animal pour les avoir. Donc, on avait des propulseurs, on était chasseurs-cueilleurs. Ce que je dis souvent, c'est que quand on est nomade, chasseur-cueilleur, et qu'on arrive dans une région qu'on ne connaît pas, il faut quand même se nourrir. Mais quand on est dans une région qu'on ne connaît pas et qu'on veut se nourrir, on ne peut pas faire n'importe quoi, ramasser quelque chose. La seule chose qui permet aux humains de se nourrir dans des régions totalement étrangères, eh bien, c'est le règne animal. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas d'oiseaux, de reptiles ou de mammifères qui soient toxiques, dont la viande soit toxique. Donc vous êtes sûr de pouvoir survivre en mangeant des animaux. D'où, je pense aussi, notre côté
notre côté viande qui est assez implanté chez l'humain quand même. Donc ça, c'est une nouvelle vision de la grotte de Cosquer avec son entrée sous l'eau, etc. Quelques-unes des grottes. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que les dessins, là, vous voyez ça, ce n'est pas du tout un auroch, un cheval ou un bison. C'est un animal marin. Alors, est-ce que c'est un phoque ou un animal qui n'existe plus ou un pingouin géant? Je ne sais pas. Donc, il faut comprendre par rapport à ce qu'on va voir qu'à l'époque, alors là, dans cette époque-là, le paléolithique supérieur, en tout cas, il n'y avait pas encore de navigation. Pas encore de pirogues creusées dans des troncs d'arbres. Et là où on se rend compte de l'importance du littoral à cette époque-là, c'est qu'on retrouve des coquillages qui sont spécifiques donc, à notre littoral ici. On les retrouve dans beaucoup d'endroits, en fait, plus loin que ça, dans des tas de sites préhistoriques, etc. Parce que les gens, alors c'est marrant, parce que moi, quand j'étais gamin et que je venais à Osgore, je repartais toujours, ou à Cabreton, j'étais dans les deux, je repartais toujours avec des coquillages dans les poches. Et quand j'étais à Paris, au lycée, tout ça, ou au collège, j'avais toujours quelques cailloux, coquillages. Et ben, c'est pareil pour les hommes préhistoriques de l'époque, qui s'en servaient non seulement comme parure pour faire des bijoux, ils s'en servaient comme monnaie d'échange contre d'autres choses, et comme gris-gris. Et de même, on retrouve les coquillages de Méditerranée, on les retrouve près de chez nous, etc. Donc ils ont beaucoup voyagé, tous ces gens-là. Ils marchaient beaucoup et ils parcouraient de très grandes distances. Donc voilà qu'à cette époque-là, évidemment, c'était beaucoup plus facile de survivre avec les phoques. Et donc, tout ça, c'est M. Pétillon qui a travaillé là-dessus. Et donc, on retrouve ici des très, très belles, je trouve que c'est des très, très beaux motifs qui ont été gravés sur des... Je pense que c'est sur... Il y a des dents de phoques. Voilà, tout ça, c'est des représentations de phoques. Là, on trouve des ornements, mais sur des dents de globicéphales. Cachalot, beaucoup de dents de cachalot qui ont été gravées, utilisées. Là, grand dauphin. Donc, ce qui se passe, évidemment, c'est que quand on vit au bord de la mer et qu'on survit comme ça, qu'on n'a pas ils n'ont pas d'embarcation. Donc vous allez me dire, mais comment ils faisaient? Eh bien, c'est ce qu'on appelle, en langage scientifique, le charognage, c'est-à-dire qu'on se sert des animaux qui sont arrivés sur la plage morts. Parce que même si un cachalot meurt un peu au large, à un moment donné, avec les gaz de décomposition, il se met à flotter et il finit par arriver au bord. Et là, ils utilisaient notamment les dents et ils utilisaient les ossements aussi, comme vous allez le voir. Vous voyez, tout ça, ce sont des armes ou des outils. Et tout ça, c'est fait avec des os de grands cétacés, probablement du cachalot. Apparemment, ils ont beaucoup utilisé des os de cachalot et aussi de dauphins. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est tous ces points rouges, ce sont des sites préhistoriques, certains visitables, parce que nous, on connaît pas bien les sites préhistoriques de la côte espagnole, mais en fait, il y en a beaucoup. Et il y en a qui sont très, très beaux à visiter. Je ne les ai pas encore visités, mais j'ai entendu dire. Et je pense que ça, c'est un bon sujet de petit voyage. C'est à 2 heures d'ici. Voilà, donc les animaux dont se servaient les humains de l'époque, du Paléolithique supérieur, pour faire des outils, des ornements ou des armes. Là, on a un exemple ici, c'est en Patagonie. Donc voilà du charognage. Ils repartent avec des énormes morceaux de viande. Et ça, c'est en... Ça aussi, non, c'est pas en Patagonie, ça doit être dans un pays oriental. Alors, attendez que je regarde. Donc ça, c'est quelques-uns des animaux qu'on trouve ici très couramment. Des cétacés, bien sûr. En haut, c'est les globicéphales. En dessous, c'est un cachalot pygmée qui est un animal particulier parce qu'il ne mange que des céphalopodes. Ça s'appelle être teutophage, comme pas mal d'habitants de Cabreton avec les chipirons. Et puis ça, c'est un mésoplodon, je crois. Il est beaucoup plus rare. Ce sont quand même des animaux très rares qu'on trouve dans le canyon de Cabreton. Et puis en bas, évidemment, notre fidèle cachalot. Et cette pauvre baleine franche qui a été pratiquement décimée dans le golfe de Gascogne parce qu'elle a cette particularité de ne pas couler quand on la tue. Contrairement aux autres baleines, si vous harponnez une baleine à bosse,
et que vous êtes dans une traînière, un bateau, bah, elle va vous entraîner au fond. Tandis que la baleine des Basques, la baleine franche ou la baleine boréale, c'est la même baleine, c'est elle, eh bien, elle flotte quand on la harponne. Et c'est pour ça qu'elle a été décimée par les chasseurs basques qui avaient appris la technique des Vikings. Et donc voilà, ça c'est une représentation de nos ancêtres qu'on peut imaginer. Voilà, ils s'habillaient comme ça, ils vivaient de façon très civilisée, peut-être plus que nous. Et voilà. Ah oui, ça c'est en Espagne, je crois que c'est à Tito Bustillo, je crois. Et on trouve, vous voyez, c'est assez extraordinaire quand même, on trouve des représentations de dauphins extrêmement précises, qui pourraient être actuelles, dans des sites de rupestres, comme ça, de peinture rupestre. Et ça, c'est vraiment assez unique, hein, de trouver des dauphins dans des grottes comme ça. Voilà, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors oui, ça, vous la connaissez sans doute, c'est l'abbaye d'Artus. Cette abbaye, elle a la particularité d'avoir... Il y a beaucoup de vestiges préhistoriques qui ont été mis là. Et donc, M. Pétillon, le chercheur du CNRS, dont je vous parlais, c'est là qu'il a trouvé beaucoup de ces outils préhistoriques qu'on pensait faits dans du bois de renne. Et il a découvert que tout ça, c'était plutôt du cachalot. Donc, ça oblige quand même à repenser un petit peu à notre passé. Et donc, c'est un endroit où je vous conseille d'aller, l'abbaye d'Artus, parce qu'il y a quand même des expositions sur la préhistoire. En plus, le site, comme vous l'avez vu, c'est assez magnifique. Donc ça, c'est aussi un bon sujet de balade. Alors, là, on passe au canyon lui-même. Il y a quelque temps, j'aurais commencé presque là. Et en fait... on apprend tellement de choses au fil du temps qu'on considère... Alors celle-là, je ne sais pas ce qu'elle fait là vraiment. Donc là, on part sur le canyon. On va recommencer les fondamentaux, les bases, comme disait M. Galdos, les bases du canyon. Donc la chose essentielle à savoir du canyon, c'est qu'il est très très rare, pour une raison simple, c'est que là, on ne le voit pas, c'est pas très bien fait, c'est une carte un petit peu approximative. Il est relié au littoral, vous le savez, puisque l'entrée du canyon est à peut-être 300 mètres du bord à peu près. On demandera ça à Nicolas Bidou qui, lui, plonge dessus régulièrement. Évidemment, avec les marées, tout ça, ça varie, mais c'est près du bord. Et souvent, les gens s'imaginent que donc c'est à 300 mètres et qu'à 300 mètres, on arrive et qu'il y a un immense tombant, un gouffre. Or, ce n'est pas du tout le cas. Notre canyon, il est en pente douce. Donc, il commence à faible profondeur. Alors, je vous le remontre pour que vous l'ayez bien en tête. Hop, le voilà. Et ici, au large de Santander, ça c'est Lianes. Et là, il va se perdre quelque part ici dans le golfe de Gascogne. Ça, c'est la carte que vous connaissez sans doute, qui est exposée devant l'estacade, sur laquelle il y a un peu tout finalement. C'est une carte qu'on a fait faire par un artiste avec Ifremer qui nous a guidés. Il n'y a pas de carte complète du gouffre en dehors de celle-ci. C'est la seule qui existe. Là, on voit mieux à quel point on est relié au littoral. On voit à quoi ressemble la tête. Donc, il faut savoir que la tête, aujourd'hui, la tête du canyon, disons, le début de la tête mesure 1200 mètres et va en gros de l'estacade à la plage nord d'Osgore. Et vous remarquerez qu'à Osgore, il y a une particularité, c'est qu'il y a des vagues qui portent un nom. Il y a deux vagues qui n'en sont qu'une en réalité. La Nord et la Gravière, que tout le monde ici connaît au moins entendu parler, la Nord d'Osgore, Igor d'Osgore, etc. Donc ces vagues, elles ont un nom. Et je vous défie de trouver un autre endroit dans les Landes où les vagues ont un nom, puisque les vagues des Landes, eh bien, elles ne sont jamais au même endroit. Pour la raison simple, c'est qu'elles se forment sur les bancs de sable, et que les bancs de sable, surtout avec la pression anthropique, on dira, avec l'intervention des humains, des enrochements, tout ça, les bancs de sable bougent tout le temps et donc il n'y a pas une vague précise qui déferle à tel endroit qu'on pourrait nommer. Que ce soit à Lacanau, à Cap-Breton même, il n'y a pas de vague portant un nom. Et pourquoi elle porte un nom? Alors je crois qu'on le voit mieux un peu plus loin. Eh bien, c'est parce que ça, c'est du solide, ce n'est pas des bancs de sable, c'est la tête du canyon. Et ici, il y a une espèce de corridor, en gros, pour faire simple, qui fait que la houle est focalisée dedans et que quand la Nord
elle déferle à peu près toujours au même endroit. C'est pour ça qu'on lui a donné un nom. Et l'autre vague à laquelle on a donné un nom, qui est la gravière, est en réalité ce qu'on appelle en surf une reforme de la Nord. C'est-à-dire que la Nord, elle déferle, et il y a une partie un peu plus au nord qui se reforme en un beach break, enfin un gros beaucoup plus creux, qui est la vague de la gravière, et qui parfois pète directement sur le sable. C'est une vague redoutable et magnifique à la fois. Donc on a mis Nazaré ici, comme vous disait monsieur le maire, si on est jumelé à Nazaré, ce n'est pas parce qu'on a des vagues géantes. Parce que les vagues géantes d'Osgore, quand vraiment les vagues sont énormes, les vagues font 5 mètres, 7 mètres, pas plus. À Nazaré, on atteint des hauteurs de 30 mètres. Donc on a vraiment ce qu'on appelle les vagues les plus hautes du monde à Nazaré. Et bien tout ça, c'est grâce à la tête du canyon de Nazaré, mais on le verra un petit peu plus loin. Je suis un peu lent, hein, j'ai l'impression, oui. Donc ça, c'était pour vous montrer l'endroit où le canyon fait un angle droit. Donc ça, c'est Lianes, ici, et le petit canyon de Lianes. Et là, donc, c'est un film qui a été fait en 3D par Ifremer, qui est très rapide, donc il faut le regarder assez vite, et qui démarre du fond du golfe de Gascogne, c'est-à-dire qu'on va démarrer ici à peu près, et vous allez voir ici, il y a un point jaune qui vous montre où on est sur la carte. Donc c'est un peu rapide. Là, on est au fond à 4008, et vous allez voir, on va tourner sur la droite pour se diriger vers Santander, parce que les Espagnols ont l'audace d'appeler le canyon de Santander, alors que c'est la fin du canyon de Cabreton. Désolé pour la vitesse, ça a été mal fait de ce point de vue-là. Mais vous voyez à quoi ressemble le fond du canyon avec son talweg, c'est-à-dire l'endroit le plus profond, qui ressemble à un cours d'eau. Ici, vous avez des pockmarks qui supposent des remontées de fluide à travers la croûte terrestre. Mais vous voyez à quel point on est dans un canyon du type Colorado. Un peu dans ce genre-là, avec des terrasses, avec des arêtes, tout un paysage. Et alors, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que le canyon, en fait, moi j'ai toujours du mal à le comprendre, mais c'est le cas, c'est un fleuve sous-marin. Ce n'est pas un endroit comme ça, parce que regardez, on a un canyon qui est au milieu d'une immense étendue de sable, et il n'y a pas de sable au fond. Et quand les premiers humains sont venus faire des sondages au XIXe siècle, ils ne comprenaient pas, parce qu'ils descendaient un poids lesté, donc pour voir la profondeur, ils mettaient du suif dessous, c'est-à-dire une matière où s'accrochent les grains de sable, les algues ou tout ce qu'il y a au fond, pour savoir ce qu'il y a au fond. Et quand ils allaient au-dessus du canyon, ils remontaient, il n'y avait rien, il n'y avait pas de sable, il n'y avait rien. Pourquoi ? Parce que le canyon est constamment nettoyé par ce qu'on appelle des courants gravitaires, mais constamment. C'est-à-dire que vous mettez quelque chose dans la tête du canyon et ça part au fond, très loin. Et donc, c'est comme un fleuve qui coule éternellement. C'est très compliqué de comprendre l'idée d'un fleuve sous-marin. Voilà. Ici, vous voyez mieux l'endroit où il y a un éperon, en gros. C'est par ici que se forme la Nord quand la houle arrive d'un certain angle, la marée, etc. Là, vous le voyez plus précisément. Ce qu'il faut savoir, vous voyez ici, le nom du chercheur, c'est Hervé Gillet. Et en fait, il vient 2 fois par an avec un bateau sur la tête du canyon. Parce que, comme je vous le dis, le canyon, il est vivant. Ce n'est pas une image poétique. Il est vraiment vivant, c'est-à-dire qu'il se modifie constamment. Il y a des ravines qui se creusent. Et il revient quelques mois plus tard. Et là, cette ravine qui s'est creusée, elle est ouverte. Ou le contraire, comblée. Là, pareil, tout ça peut changer complètement. Les pêcheurs le savent. Parce que quand ils reviennent sur leur point GPS d'une année sur l'autre, dans la tête du canyon, eh bien, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus la même profondeur. Donc ce canyon, il bouge tout le temps. Il est constamment remodelé à l'intérieur par des courants et surtout par des avalanches qu'on appelle des turbidites, c'est-à-dire des avalanches de sédiments qui peuvent être parfois très importantes, qui dans certains cas, pas ici parce qu'on a un canyon, encore une fois, qui n'est pas pentu, mais par exemple, en 1979, quand il y avait la construction de l'aéroport de Nice, à côté de Nice, il y a un canyon qui, lui, est très pentu. C'est le canyon du Var, le canyon du Var. Et il se trouve qu'il y a eu une énorme avalanche dans ce canyon.
Eh bien, figurez-vous que cette avalanche qui a parcouru 130 km, qui a coupé plusieurs câbles sous-marins, etc., elle a déclenché un tsunami qui a détruit une partie des travaux de l'aéroport de Nice, qui a tué 11 personnes et qui a retourné plein de voitures sur Nice et Antibes. Les photos sont impressionnantes. À l'époque, on n'en a pas autant parlé qu'on en aurait parlé aujourd'hui. Mais voilà, il y a eu un tsunami causé par un canyon sous-marin à Nice en 1979. Et vous, si vous retrouvez les images, vous verrez, c'est assez impressionnant. Alors, je vais aller vite parce que sinon, Nicolas, il n'aura même pas le temps de parler. Donc, il y a d'autres canyons qui ressemblent aux nôtres parce qu'ils sont reliés au littoral. Le plus connu, le plus ancien, le canyon le plus étudié au monde, c'est le canyon de Monterey. On est en Californie, ici. Et vous voyez, ce canyon, il est lui aussi complètement relié au littoral. Il y a toujours la présence d'une rivière, soit passée, soit actuelle. Ici, c'est la rivière Salinas. Nous, c'était l'Adour qui a été détournée, comme vous le savez. Et donc, voilà, le canyon de Monterey sera invité, enfin, le canyon lui-même, on va parler de ce canyon à la journée du gouffre, donc du 12 octobre prochain. Donc, je voulais montrer quelques images de ce canyon, rapidement. Ça, c'est le canyon du Congo, complètement différent, qui remonte, lui, alors carrément à l'intérieur du fleuve Congo, ce qui fait que dans l'estuaire, vous avez des profondeurs, genre 400 mètres dans le fleuve. Et ça, c'est juste pour un clin d'œil aux plongeurs qui ont retrouvé, il y a quelques années, ça, c'est une ancre romaine. Ça marche qu'ici, on met un bâton. Pour ceux qui naviguent, ça ressemble un peu à une ancre Aja. Et ici, donc, c'est un peu cassé, mais c'est là qu'étaient les cordages, et ça permettait de stabiliser les bateaux. Donc, ça montre bien que les navigateurs venaient, évidemment, à Cabreton, parce qu'en fait, quand on venait du nord ou même du sud, il y a très peu d'endroits sûrs par gros temps. Il y a la baie de Chingoudi, à Hendaye, où on peut entrer même quand il y a tempête. Et je pense que l'estuaire de Cabreton était beaucoup plus vaste à l'époque et qu'on pouvait s'y abriter assez facilement. Donc, on a eu non seulement les Romains, mais aussi les Phéniciens. Les Phéniciens venaient il y a 2000 ans à peu près, et ils venaient pour la résine de pin. Parce que la résine de pin permet de calfater les bateaux, c'est-à-dire de passer entre les bordées, le bois, tout ça pour étanchéifier les bateaux. Et ça, voilà, c'est des affiches c'est peut-être la première journée du gouffre, celle-là. Ça, c'est ça, quand on a été, on a appelé Nazaré, on a invité Nazaré à venir comme canyon similaire au nôtre, donc qui est seulement à 1000 km d'ici. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'on avait énormément de points communs entre Nazaré et Cabreton. Et ça a mené, après un certain nombre d'efforts, à réussir à jumeler Cabreton et Nazaré. Lui, c'est Léopold de Follin, qui est le premier à s'être vraiment intéressé au canyon et il était malacologue, c'est-à-dire c'est l'étude des invertébrés. Il a été nommé capitaine du port à Bayonne après avoir fait tout un autre parcours avant. Et il a réussi à affréter des bateaux avec un autre océanographe qui s'appelait Milne Edwards. Et ils ont commencé à faire des prélèvements. Il a découvert même des créatures inconnues dans le gouffre. Et lui, donc, ça a été aussi l'inspirateur de ce qui deviendrait plus tard le musée de la mer de Biarritz. C'est lui qui en est à l'origine, même s'il était mort quand ça a été construit. L'intérêt de cette carte qui a été faite par M. Beautemps-Beaupré, donc notre premier géographe français, c'est qu'on voit se distinguer ici avec... Alors, chaque chiffre, c'est un arrêt, un sondage de profondeur. Donc, on voit se dessiner un petit peu... Pourquoi les gens disent, mais pourquoi s'appelait le gouffre? Alors, évidemment, le gouffre, c'est à cause du mot gouffre. C'est une espèce de patois qui a donné gouffre. Mais ce qu'ils savaient, c'est que devant Cabreton, c'était plus profond. C'était plus profond là que là. Là, vous avez des faibles profondeurs, 14 mètres, 13, tout ça. Là, on est déjà à 47, 124. Et donc, ils se sont dit, il y a un gouffre. Seuls les pêcheurs espagnols appelaient cet endroit la vallée sans fond. Et il a fallu beaucoup de travail pour comprendre qu'en fait, c'est un canyon, parce que voilà, on ne pouvait pas, à l'époque, faire des sondages partout. Et c'est un travail qu'on a fait avec Ifremer et le CHOM, qui est ce qu'il y avait d'intéressant dans la carte de Beautemps-Beaupré, c'est qu'on est en 1826, et vous avez déjà des lieux dits. Les roches du champ de Thaler, les roches du Doigt mordu, le champ des vaches, les roches du Prat, les roches du Moulin. Donc tous ces noms existaient en 1826. Et vous savez, tant que vous n'avez pas nommé un endroit, l'endroit, il n'existe pas. On ne peut pas dire, oui, c'est une colline avec un arbre. Non, il faut le nommer. Donc on a sur cette carte
les endroits qui existaient déjà. Ensuite, on a des noms usuels qui ont été donnés par les pêcheurs, des générations de gens qui ont navigué par là. Certains, on ne sait pas pourquoi ils s'appellent comme ça, avec des petits noms en blanc. Ça, c'est les noms usuels. Regina, Vasière, Miamé, Potromoncou, Picarusso, chez Loulou, d'ailleurs, oui. Et donc, on a cherché avec Ifremer des endroits remarquables du canyon qui sont proches de nous. Évidemment, le canyon, ce qui nous intéresse, c'est la partie proche de la côte, pas celle qui est à Santander, évidemment. Et on a cherché des endroits remarquables et on a lancé un concours participatif dans le public en décrivant les endroits, en leur donnant des cartes bathymétriques, en donnant les coordonnées, tout, et puis pour que les gens cherchent un nom qui corresponde à la morphologie de l'endroit. Et donc, ce sont les noms en vert qui ont été... On était quelques scientifiques, enfin, dont je ne suis pas, pour choisir ces noms et qui vont être mis sur les cartes bathymétriques futures puisque ça a été fait avec le CHOM. Donc ces noms-là, vous les retrouverez pour toujours sur le canyon de Cabreton. Ça, c'était un exemple un peu des missions qui ont été faites. Il y a eu toutes sortes de missions sur le canyon, mais Nicolas parlera mieux que moi de ça. Et celle-là, qui n'a été pas les moindres, à laquelle Nicolas a ardemment participé en amont, en aval et même pendant, c'est donc un groupe de missions océanographiques qui s'appelle Under the Pole. Vous en avez peut-être entendu parler quand ils sont venus ici. Nicolas a réussi à les convaincre en fait, qu'il y avait une espèce de corail qu'on trouvait normalement qui ne devrait pas se trouver dans cette zone. Et petit à petit, il est monté les voir, et à force d'expliquer un peu les choses, ils se sont dit non mais là, il y a vraiment quelque chose. Et en plus, Under the Pole, ils sont surtout... ils ont été au pôle Nord, ils ont été en Polynésie, à Tahiti, tout ça. Et en fait, ils n'avaient jamais vraiment fait une expédition en métropole. Et donc, ils sont venus, ils ont passé une dizaine de jours sur le canyon à plonger à une centaine de mètres, ce qui est extrêmement complexe sur le plan scientifique. Ils sont en train d'analyser les découvertes. Peut-être, Nicolas, tu pourras nous dire où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là. Et c'est pour vous montrer que c'est très évolutif. Le canyon, il y a des recherches qui se font de plus en plus, ça passionne les gens. Et donc, c'est pour ça qu'on peut, tous les 2 ans, en reparler et toujours apporter du nouveau. Donc, je crois, en gros, je vais arrêter là, même si j'avais encore des images, et céder la place à Nicolas. Alors, hop. Je sais pas comment... Voilà, je te laisse... Bingo. Bon, mais merci Hugo. Merci pour l'invitation. Il est vrai que notre coopération date depuis les premières journées du GOUF. Lors d'une conférence comme celle-ci, il fallait parler du canyon. Tout le monde avait des belles cartes, etc. Mais finalement, personne n'avait des images, des vraies images, celles du fond. Et c'est comme ça que notre travail a pu se rejoindre. Entre-temps, ce pôle d'attraction qui est devenu le canyon a fédéré pas mal de plongeurs et on s'est regroupés et on a créé une association qui s'appelle Cap Gouff Exploration. Tout d'abord, moi je voulais remercier en tout premier Hugo. Parce que finalement, si on est tous là ce soir, c'est bien grâce à son travail de recherche et tout ça. Le canyon, on le connaissait plus ou moins tous à notre manière. Et nous, plongeurs, en fait, ça a été un déclic de se rendre compte que tout comme un alpiniste à qui on pose la question à quoi ça sert de monter dans les montagnes, et bien nous, un plongeur, on nous demandait mais à quoi ça sert d'aller au fond. Et bien Hugo a contribué, en fait, on a une raison en plus qui intéresse le grand public. En général, on nous demande qu'est-ce qu'il y a à voir au fond du canyon. Et moi, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Et moi, je leur dirais, mais et si on vous proposait d'aller sur la Lune, ça vous intéresserait? Beaucoup parmi vous aimeraient bien aller sur la Lune, peut-être. Donc, en premier, on veut parler des poissons. Les gens connaissent les poissons, donc je vous ai amené quelques poissons quand même. Donc là, c'est un poisson-lune. Et on voit, derrière lui, il y a un lieu qui est passé. Et tout autour, il y a des petits poissons qui viennent là. Ils viennent juste lui manger les parasites qu'il y a sur la peau. Ce poisson-lune, il est connu des pêcheurs et qui le voient en surface sauter. La sèche. OK. La baudroie. J'ai mis des poissons un peu mythiques, parce que bon. On voit sa canne à pêche dessus. La langouste, accompagnée d'une rascasse. Elles sont très nombreuses ici.
aller voir les pêcheurs à leur table. Le Saint-Pierre. Ici, justement, il est en train de nager au-dessus des roches du Doigt Mordu. Un congre qui habite un peu partout dès qu'il y a de la roche. C'est le patron, hein. Donc quand il avance, ben, on se recule. Voilà, inspection. Et voilà, donc on va quitter les roches du Doigt Mordu, on va laisser le poisson lune et c'est nous qui allons remonter. C'est chez lui. Donc ces images, eh bien, ça ne court pas les rues, hein. Aller plonger sur les roches du Doigt Mordu, ce n'est pas à la portée de tout le monde. En effet, grossièrement, notre spécificité dans notre association, c'est qu'on est des plongeurs qui sont capables d'aller à une certaine profondeur. On va dire de manière générale, un plongeur loisir va jusqu'à 50 mètres de profondeur. Les ROV, les robots sous-marins d'Ifremer qui viennent, Ariane, etc., quand ils viennent faire leur mission, ils sont efficaces en deçà de 100 mètres de profondeur. Et donc, on apparaît une bande, ou un petit peu no man's land, et ça tombe bien, c'est juste le rebord des canyons de Cabreton. Et donc, on est dans la tranche 50-100 mètres. Cette zone, elle a un nom, parce qu'au niveau écologique, il s'y passe quelque chose. C'est la zone mésophotique ou circa-littorale. Moi, j'aime bien mésophotique parce que ça a la connotation avec la lumière. Et cette lumière, donc là, c'est le rebord. Là, on est au niveau des roches du Prat et on tombe sur un tombant. Donc là, on est dans la zone des 50 mètres de profondeur. Et juste en deçà, il y a 300, 400, 500. On ne sait pas parce que le sondeur du bateau, il est perdu, il ne trouve pas le fond. Donc, il faut aller chercher la carte et tout. Et on voit que bien la lumière, il y en a très peu. Qui dit très peu de lumière dit très peu de végétaux. Pas de lumière, pas de végétaux. Et d'où le sens mésophotique. Seulement 2 à 3% de la lumière du soleil arrive, donc on y voit un peu à l'œil nu, les jours où c'est clair. Plus profond, c'est la nuit totale. Et donc cet espace-là, il n'y a pas assez de lumière pour les végétaux, donc il y a de la place pour que des animaux se prennent pour des végétaux. Tout comme une fougère filtrerait les rayons de la lumière, certains animaux vont filtrer le plancton. Et c'est là un petit peu l'objet de mon intervention ce soir, c'est de vous parler des coraux et des gorgones. Si en introduction, je vous aurais demandé de lever la main, qui sait qu'on a bien des coraux à Cabreton, eh bien, la question est un peu dirigée. Vous aurez dit, ah ben oui, apparemment. Bon. On n'est pas tous sûrs à 100% qu'en effet, oui, il y a des coraux à Cabreton. Les coraux, ce seront des coraux d'eau froide. Un qui est bien connu en Méditerranée, c'est le corail rouge. On en fait des bijoux, les bijoutiers, c'est mythique, on en fait des belles photos. Eh bien, à Cabreton, on a aussi notre corail, et il n'est pas rouge, je vous en parlerai un peu plus. La base de cet animal, de ces animaux, c'est le polype, c'est lui, la petite bête là. Et des fois, tout seul, on n'est pas terrible, donc on se met à plusieurs et on forme une colonie. Là, c'est une colonie de gorgones. Gorgones et coraux sont très proches. On peut jouer les spécialistes, compter le nombre de tentacules pour les différencier, mais c'est en gros de la même famille. Le polype, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est comme une méduse, mais au lieu de flotter tout le temps dans la colonne d'eau, elle a décidé, elle, de rester la tête en bas, et les tentacules vont filtrer. Ok. Allez, c'est tellement beau un polype, je vous en montre d'autres. Ça, c'est un alcyon, c'est un corail mou, donc pas tout à fait un corail. On en a pas mal ici. Ici, un autre polype. Ils sont tous en train de manger. Vous voyez autour, là, il y a tout plein de plancton. Là, et là, c'est le banquet ouvert. Ils sont tous ouverts, ils essaient de capter. C'est une photo macro. Hein. On est à 45 mètres de profondeur. Il faut de la lumière, il faut être équilibré pour faire ce genre de photos. Donc ces polypes sont mis entre eux et ont décidé de fabriquer un squelette calcaire pour les coraux. Et ce qui aboutit que finalement le corail le plus connu à Cabreton, connu depuis au moins 1948, c'est le corail jaune. En effet, on va dire l'un des fondateurs de l'Ifremer en 1948 était passé dans le secteur. Et comme l'a expliqué Hugo, avec une gueuse, un poids, lesté avec du corps gras, de la suie, comme ça, du suif. Il essayait de faire ventouse et remonter. Et il a quand même trouvé que sur les rebords du canyon, on voit en haut, il y avait déjà du corail jaune. Alors, il existe plusieurs sortes de corail jaune. Le nôtre, c'est le corail jaune arborescent. C'est lui.
Donc ça flash, il y a des couleurs. On ne peut pas compter les tentacules là sur cette photo, il en a pas mal. Par contre, si on touchait son squelette, le tube, il serait bien dur. C'est bien un corail dur. Voilà notre corail jaune arborescent. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il va grandir, il va se faire des branches. Okay. Là, les tentacules, les polypes sont assez ouverts. Il doit être aussi à une période où il est en train de chercher à manger. On voit au milieu sa bouche. Voilà. Le corail jaune, bon, on savait qu'à Cabreton, il y en avait. Ce n'était pas une découverte. Tout le monde s'était référencé. Il n'y avait pas trop de photos. Bon, je pense qu'on a été dans l'équipe les premiers à avoir ramené des photos par des plongeurs. Le premier, étonnamment, on l'a trouvé à 100 mètres de profondeur. Et c'est comme les champignons. Quand on a trouvé le premier, on commence à repérer les autres. Et en cherchant un peu où c'est qu'ils étaient les autres, on a trouvé un peu la répartition des coraux jaunes. Et entre-temps, dans notre quête aux champignons, on a trouvé un autre corail, encore plus noble, c'est le corail noir. Corail noir, et bien là, malheureusement, c'est les bijoutiers qui lui ont donné ce nom. C'est quand il est mort, son squelette est noir, et les bijoutiers s'en servent à ce moment-là pour faire des boucles d'oreilles, des pendentifs. Okay. Mais quand il est vivant, il a cette couleur blanche. En gros, ça, de loin, ça ressemble à un tamaris. Donc on pourrait penser que la végétation qui est habituée à prendre du sable et du vent, sous l'eau, là où il est le sable, peut-être qu'il y a une... là, la taille, il est gros comme ça à peu près. Il se situe à 65 mètres de profondeur. C'est les premiers qu'on a trouvés, ces deux colonies-là. Alors pour nous, plongeurs, c'est un peu mythique parce que le corail noir, on sait qu'en Méditerranée, il constitue des forêts et c'est l'objet de plongée, d'exploration et ça passionne les plongeurs d'aller rencontrer du corail noir. Et quand on en trouve nous à Cabreton, c'est le Graal. Il est à la maison. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Et donc on est parti dans une quête à en chercher d'autres et on en a trouvé d'autres. Pas les forêts qu'on espérait, mais on n'a pas fini de chercher. Et ce corail-là, il a quand même un intérêt patrimonial, il est protégé, il est assez fragile, il est peu connu. Et là, justement, petit scoop, on est en train de monter un protocole scientifique pour étudier sa croissance avec le Muséum d'histoire naturelle belge, parce que le spécialiste des coraux noirs est en Belgique. Et donc, on va plonger, mesurer régulièrement son taux de croissance. À quoi ça sert? Eh bien, savoir si les pressions anthropiques venant de plus en plus importantes, on imagine une encre qui lui tombe sur la tête, un pêcheur au gigue, ou du sable qui aurait été relargué en mer, eh bien, à quel point il pourrait s'en remettre. Et pour ça, on n'a pas de données. Donc, si on veut le protéger, eh bien, il faut avoir des données, et ça fait partie d'un des objectifs de notre association. Ici, on a le prédateur des polypes, un nudibranche, qui est lui aussi une découverte de notre association. Il n'avait jamais été signalé en France. Il est en train de brouter les polypes d'une gorgone de grès. Okay. Gorgone qui aussi d'intérêt patrimonial. Ensuite, ici, on a trouvé un faux corail noir. D'abord, c'est toujours pareil, comme les champignons. Il faut trouver le premier, c'est celui-ci, le premier qu'on a trouvé. Et après, on a vu qu'il y en avait plein d'autres. Faux corail noir, c'est le nom qu'on donne en Méditerranée, parce que les plongeurs profonds qui plongent à l'air sont narcosés et le confondent avec du corail noir. Et en fait, ce n'est pas tout à fait la même espèce. C'est pas du tout la même espèce. Et un autre nom, c'est l'anémone buissonnante. En fait, les premiers polypes arrivent sur une gorgone malade ou morte et vont utiliser son squelette pour se développer. Là aussi, c'est d'intérêt patrimonial. Notre étonnement a été du fait qu'elle a, par toute la bibliographie, indique que normalement cette espèce est méditerranéenne. Elle est endémique à la Méditerranée. Donc on se retrouve avec du corail noir méditerranéen, on se retrouve avec des faux corail noirs méditerranéens, la gorgone de grès originaire Mauritanie. Et on commence à se dire, voilà, il se passe quelque chose autour du gouffre, il y a comme un pôle d'attraction. Allez, puisque vous êtes briefés, eh bien, je vous mets un petit film, comme ça je parlerai un peu moins et vous regarderez les images.
Là, on est dans le secteur du champ des vaches, pour les pêcheurs. Bien connu pour la pêche du lieu. Donc peu de lumière. On voit pas mal d'oursins. Alors là, c'est pas ceci, mais il y a un oursin qui peut-être glissera là dans la vidéo, qui est lui aussi d'origine méditerranéenne, enfin très connu et étant réputé méditerranéen qu'on a chez nous. Donc ça, c'est la gorgone verruqueuse. Elle est classique, c'est la locale de l'étape. On en a en Bretagne, on en a au Portugal. On va dire elle est banale, mais bon, en fait, elle est quand même belle. Hein. On va le voir, les gorgones sont capables de vibrer avec le courant. Leur squelette est un petit peu plus souple. Ça ressemble plus à de la corne qu'à du calcaire. Là, on est dans les profondeurs de 65 mètres environ. La gorgone de grès. Peu de documentation là-dessus. On a contribué justement à améliorer la bibliographie en accueillant un stagiaire universitaire. Cette gorgone de grès est dite mauritanienne. En fait, c'est là-bas qu'on l'a trouvée. Et parce qu'à l'époque où elle était découverte, on ne savait pas qu'il y en avait jusqu'à Cabreton. Et donc, il se trouve que nous sommes la zone la plus septentrionale de son aire de répartition. Là, sur cette gorgone, celle-ci, elle est attaquée par un hydraire, elle est malade. Là, on voit que ces gorgones constituent des petits jardins. Et cette notion-là de petit jardin prend son sens de plus en plus depuis la théorie de ce qu'on appelle les forêts animales, puisque sous l'eau, tout ça, ce sont des animaux. Quand ils commencent à être en quantité importante et une densité d'occupation de la roche importante, ils ont un espèce de microclimat à l'intérieur et du coup peuvent modifier et ça sert de support à une vie spéciale qui va se mettre dans ces forêts. C'est dans ce but-là que nous avons fait venir les plongeurs d'Under the Pole, puisqu'ils travaillent sur cette théorie des forêts animales. La conclusion de leur travail, c'est qu'en gros, il n'y a pas pour l'instant de forêt animale à Cabreton, elles n'ont pas été trouvées. L'aire de recherche est encore vaste. On a quand même des jardins de biodiversité, et notamment ici, on trouve des espèces qui ailleurs ne sont pas ensemble. Et là, on les retrouve dans la même aire. On va appeler ça de l'endémisme d'association. Et quand on parle de biodiversité, de richesse patrimoniale, eh bien ça s'en est. C'est-à-dire que sur les rebords du canyon de Cabreton, on a une zone où la biodiversité est importante et d'intérêt patrimonial. Ça c'est là, on voit le plongeur avec son scaphandre. On est sur le rebord des roches du Prat. Je vous ai parlé des coraux d'eau froide et des gorgones. C'était l'objectif que Hugo m'avait donné. Mais je ne vais pas partir sans vous montrer d'autres petites photos quand même. Un peu plus de couleurs. Ici, un nudibranche qu'on a trouvé cet été. Il a été signalé que 3 fois en France, par hasard, et il vient des tropiques. Alors, est-ce qu'il a suivi les courants ou pareil, il a toujours été là et on ne savait pas. Son homologue local, lui, il est bien de chez nous. Il y a de la couleur quand même au fond. Voilà. Je reviens sur ce type de photo. Je glisse un petit mot avant de répondre à vos questions. Nous sommes une association, on est peu nombreux. La plongée profonde, c'est un coût. On vit beaucoup sur nos fonds propres. Et toutes ces photos-là sont faites avec des appareils photo dits amateurs, des GoPro, des captures d'écran. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment pouvoir vous présenter, pour le même effort qu'on fait sous l'eau, des photos de meilleure qualité. Et donc, on a postulé. Et donc, je vous demande juste du 5 au 31 mai de penser à nous quand vous verrez la com. Votez pour le budget participatif landais, je vais y arriver, pour que nous aider à, justement, ça ne coûte rien, c'est juste un petit vote sur Internet, pour nous aider à financer du matériel de professionnels pour faire des belles images.
Donc Hugo, tu m'as tendu la perche tout à l'heure en disant mais Under the Pole, quand ils sont venus, est-ce qu'on a des résultats? Ouais, on est des zones de répartition. On le dit souvent, ça n'a pas été dit ce soir, donc je le redis, 7% des océans seulement est connu. Donc il y a de la lacune sur la connaissance. Et on voit que le canyon est fait l'objet de plus en plus de pression anthropique. Il y a eu l'histoire de câbles, il y a eu l'histoire de... Bref. Sauf que les services de l'État, pour donner des autorisations, ils ont des cartes où il n'y a que des lignes de niveau, la bathymétrie. Mais ils n'ont pas les répartitions des habitants. On parle tout le temps de l'habitat, mais pas des habitants. Et justement, même les habitats, ces roches-là sont classées, elles aussi. Et bien, nous travaillons pour que justement ces cartes-là soient plus riches en informations pour qu'on puisse prendre des décisions pour l'avenir pertinentes. Under the Pole sont venus, ils ont mis des petits points en plus sur ces cartes, en plus des nôtres. Mais il y a aussi d'autres choses intéressantes. Ils ont prélevé des éponges qui ont été analysées. Alors ça, par contre, c'est du laboratoire, c'est blouse blanche, ordinateur compliqué. Et ils ont trouvé une éponge qu'on retrouve aussi dans les Caraïbes. Ok, on peut se dire, bon, les courants et tout ça, elle est adaptée. Mais ce qui a au-delà du fait que de sa provenance, c'est qu'il y a un intérêt, c'est qu'en l'étudiant, on s'est rendu compte que, comme les végétaux, les éponges produisent beaucoup de molécules pour se défendre des autres, parce que c'est la guerre chimique entre les végétaux. L'eucalyptus a bien donné des produits qui nous servent contre le rhume. Le sol a donné quelque chose ça a donné l'aspirine. Eh bien, dans une éponge qui est dans le canyon de Cabreton, on a trouvé des principes actifs qui sont efficaces contre certains cancers. Voilà. Donc, il reste encore des choses à découvrir au fond de la mer, des habitants, mais aussi peut-être des remèdes. Ça ne veut pas dire qu'on va les arracher. Souvent, quand on dit ça, les gens vont penser qu'on va tout cultiver. Mais ça fait un moment qu'on ne coupe plus des sols pour faire l'aspirine. Eh bien là, c'est un peu la même chose, quoi. Il faut connaître la molécule pour pouvoir la synthétiser après. Voilà pour, par exemple, un retour de l'équipe de Under the Pole. Depuis que nous avons soulevé la problématique qui manque beaucoup de données, l'OFB, qui a été connu cette dernière semaine dans les informations, l'OFB travaille aussi évidemment pour la biodiversité marine et nous a contactés pour que justement on puisse les aider sur pas mal de retours pour justement sur les cartes mettre des emplacements. Où sont les coraux noirs, où sont les coraux jaunes, etc. Pour gérer le fond de la mer pour l'avenir. Voilà. Je suis disponible pour d'autres questions. Merci d'utiliser le micro pour poser les questions pour la captation. Bonjour, je voudrais simplement savoir s'il y a déjà eu des plongées en très grande profondeur dans le gouffre de Cabreton. Alors, deux types de plongées. Les plongées en robot. On est à, je crois, 800 mètres, il y a eu. Plongée en scaphandre, c'est notre équipe, c'est 100, 120 mètres. Oui, vous effectuez combien de plongées par an, s'il vous plaît? Alors, ça dépend de la météo. Oui, bien sûr. On plonge assez régulièrement. On doit être à plus d'une soixantaine de plongées. Tout dépend si on définit le nombre de fois où le bateau sort ou le nombre de fois où il y a des plongeurs sous l'eau. Oui, on plonge toute l'année. Voilà. Justement, ça nous permet d'avoir un petit idée de la saison sous l'eau, un petit peu. La répartition de la température, comme la thermocline, c'est une notion connue. Bonsoir à tous. On trouve des espèces apparemment venant de côte méditerranéenne. Est-ce que ça serait lié à un réchauffement aussi, sinon des courants ou réchauffement des profondeurs? Tout à fait. Cette question, pour y répondre de façon certaine, il faut utiliser des protocoles scientifiques. Pour avoir des protocoles scientifiques, il faut avoir un état initial. Et le problème, c'est que réchauffement l'état initial, avant, on ne l'avait pas. La gorgone de grès, vu les tailles et la quantité qu'il y a,
je ne pense pas qu'elle vienne d'arriver il y a 15 ans, quoi. Elle est là depuis un moment. C'est juste qu'elle n'avait jamais été signalée. En fait, la notion d'aire de répartition est une notion un petit peu vieillotte, dans le sens où elle est faite à une époque où on avait une certaine façon de faire des prélèvements. Maintenant, les techniques ont changé et du coup, toutes les aires de répartition de beaucoup d'espèces sont en chamboulement, quoi. Je vais ajouter une précision là-dessus, c'est que en fait, quand l'Atlantique se verse dans la Méditerranée, il y a en dessous un phénomène qui s'appelle la veine d'eau méditerranéenne qui se crée, c'est-à-dire c'est comme un tapis roulant. L'Atlantique entre tellement fort en Méditerranée qu'il renvoie une veine d'eau méditerranéenne qui va jusqu'en Irlande. Jusqu'en Irlande, depuis le détroit de Gibraltar, on a de l'eau méditerranéenne qui circule. Et je me souviens la première fois, tout au début que j'ai travaillé sur le canyon, il y avait une carte qui montrait, une carte faite à la main, et qui montrait dans les 300-400 mètres, à certains endroits du canyon, de l'eau venue de Méditerranée. Et c'est probablement une partie de cette veine d'eau méditerranéenne qui vient se loger ici et là, et qui peut très bien apporter toutes sortes de choses qui viennent de Méditerranée. Oui, d'autant plus que les larves de coraux et de gorgones sont capables de voyager très longuement. Donc, on ne peut pas dire que c'est le réchauffement climatique, mais en tout cas, il y a un lien entre la Méditerranée et le golfe de Gascogne. Globalement, rassurez-nous, trouvez-vous que les profondeurs sont en bonne santé de ce que vous pouvez étudier? Alors, je rebondis en disant, souvent on nous demande, est-ce que vous voyez des déchets? C'est un peu l'état des... On ne voit pas autant de déchets qu'on voit sur la plage, c'est déjà ça. Mais on est une zone où il y a des courants, donc les déchets sont chassés. Ils ne sont pas tant dans les endroits où on plonge. Alors, la dernière question, nous avons énormément de végétaux et diverses espèces qui sont touchées par venant de pays exotiques. Est-ce que c'est amené aussi, puisque vous nous avez présenté une espèce assez molle de couleur qui vient certainement, qui est exotique. Est-ce que ça mettrait en danger ces espèces qui sont endémiques dans les profondeurs? Oui, c'est une bonne question. C'est la même problématique qu'on a avec le lac d'Hossegor et son canal, où il y a justement beaucoup d'espèces exotiques qui arrivent du fait des huîtres, des échanges des huîtres avec les autres bassins d'ostréiculteurs. On en est qu'à le début. C'est 7% de l'océan seulement est connu. Donc il y a plus de questions que de réponses. Il faudrait du recul, il faudrait une analyse. Un nudibranche, c'est vrai, ça broute les polypes. Est-ce que ça attaquerait les coraux? Mais tout ça, il y a un équilibre. Bon. On n'a pas vu pour l'instant d'abondance d'animaux exotiques. Oui, par rapport à la première présentation d'Hugo, entre 10 et 20 000 ans, tu nous annonces des chiffres extraordinaires de 4000 mètres de glace, etc. J'aimerais savoir comment ça peut être calculé. Il faudrait demander aux glaciologues et aux préhistoriens. C'est quelque chose qui est connu. C'est pas une supposition, c'est quelque chose qui a été... donc je ne sais pas, effectivement, c'est tout à fait une bonne... Mais je pense qu'il y a diverses façons de le mesurer sur l'effet de la croûte terrestre ou la végétation. C'est vrai que là, je ne saurais pas répondre précisément à cette question-là. J'aurais tendance à dire que ça vient de la différence de hauteur d'eau. Les millions de mètres cubes qui sont dus à une différence de niveau sont bien transformés en glace. Et donc, tant de mètres cubes de glace, on peut estimer du coup... À la fin, la quantité d'eau est toujours la même. Soit elle est en glace, soit elle est dans l'océan. Bonsoir. Oui. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre intervention. Je voulais rebondir aux questions sur la question de la biodiversité. Est-ce que vous avez déjà constaté une modification de la biodiversité avec les phénomènes anthropiques que l'on constate aujourd'hui ? Alors, je reformule peut-être. Non, c'est bon. C'est toujours pareil, c'est l'état initial. Pour pouvoir comparer, il faudrait un état initial, une évolution et un recul. Il n'y a pas assez de données
pour dire ah mais ça s'est réduit. Alors, on est dans une zone où les houles sont importantes et des fois c'est juste la nature qui fait que des roches ont disparu, des coraux ont été ensevelis. Et ça c'est normal. C'est les tempêtes, c'est le mouvement des sédiments. De là à dire que les pressions anthropiques pour l'instant ont fait des dégâts, il faudrait le prouver scientifiquement. Parce que ça fait depuis combien de temps que vous êtes sur ce terrain-là? Moi, j'y plonge depuis l'âge de 14 ans. Mais à 14 ans, je n'allais pas à 100 mètres de profondeur. Je n'avais pas les permissions. On va dire que l'équipe est active et a du recul, on va dire, sur 10 ans. D'accord. Merci. C'est rien, exactement. C'est rien pour faire des chiffres. Oui, bonsoir. Est-ce que le fleuve marin que vous avez décrit tout à l'heure, lié au courant nord-sud du littoral, est-ce que cela provoque de l'érosion des plages? Vous parlez de la dérive littorale? Oui. On n'en a pas spécialement parlé là. Hein. Mais oui, la dérive littorale, c'est le courant nord-sud. Le courant nord-sud est qui arrive mais en fait, perpendiculairement au gouffre. Alors, pas perpendiculairement, non, mais disons, la houle, comme elle arrive du nord-ouest, elle arrive avec un angle sur notre côte qui est une côte nord-ouest. En faisant ça, évidemment, elle pousse l'eau vers le sud. Vous savez tous ici, pour vous être baignés, que quand on se baigne, on part tout de suite vers le sud, la plupart du temps. Et donc, ce n'est pas une question d'érosion. La question, c'est que ce courant, en fait, il sert aussi à l'engraissement des plages. Il fait circuler des quantités astronomiques de sable pour engraisser, ce qu'on appelle engraisser les plages qui sont au sud. D'où la question de la digue nord, ici, qu'on a construite, et qui empêche le sable amené par la dérive littorale d'aller sur Cabreton. Et là, on en voit l'effet immédiat. On construit une grande digue dans les années 70. Les blocos, les bunkers d'Osgore sont sous le sable, on ne les voit plus. Ceux de Cabreton, n'en parlons pas, ils sont dans l'eau pratiquement tout le temps. Et vous avez là une démonstration parfaite de ce qui se passe quand on empêche le sable d'arriver sur les plages avec cette dérive littorale. Il ne redescend pas dans le canyon pour plonger. Si, quand même. Si. Justement, dans les années 80, quand l'ONF, à l'époque, qui étudiait les dunes, faisait aussi le bilan de la quantité de sable totale dans les Landes. Et à un moment, quand on faisait le total entre ce qui était arraché et ce qui était reposé ailleurs, il en manquait. Et il est parti où? Et on a mis un certain temps à se rendre compte qu'en fait, il y a une bonne part qui part dans le fleuve sous-marin, gouffre. Quoi. Et en fait, il va remplir les abysses. Bon, il y en a pour un moment. Mais oui, c'est lié. D'accord, merci. Bonsoir. J'ai deux questions. Je suis ici. Une pour Nicolas. Je voudrais savoir déjà si, quand vous plongez, vous ressentez le courant de ce fleuve sous-marin. Ça, c'est ma première question, physiquement. Et puis pour Hugo aussi, on a parlé de la vague nord et de la gravière au nord du gouffre. Et je voulais savoir ce qui expliquait la formation de grosses vagues pour les surfeurs, un peu moins grosses que la nord et la gravière, du côté de Santosha. C'est ma question. On ne sent pas le courant, proprement parlé, du fond du canyon, pour plusieurs raisons. Déjà, nous, on ne va pas exactement dans le fond, c'est-à-dire dans le lit de cette rivière. Autant vers l'Éperon, on a vu les photos sous les staccades, on a plongé sur vraiment les premières pentes du canyon, sous la vague de la Nord, justement, pour essayer de trouver la théorie du riff. Plus au large, quand on va sur les profondeurs, même jusqu'à 70 mètres ou quoi, on sent par contre des fois toute la colonne d'eau qui bouge, mais ça c'est un courant, on va dire, de la masse d'eau qui s'est mis en mouvement. C'est pas propre à la géologie du canyon, quoi. C'est toute la colonne du golfe de Gascogne qui bouge en même temps parce qu'il y a eu plusieurs jours de vent de suite. À tel point que des fois on tombe à côté du spot qu'on avait prévu, quoi. Voilà, et on descend dans le vide, et on s'est dit, vu la profondeur, on a loupé le mur. Quant à Santosha, bon, en fait, non, ce qui se passe, c'est que c'est surtout la vague nord qui est causée par la tête du canyon. Les vagues, donc, on l'a dit, elles viennent du nord-ouest, donc elles perdent probablement de leur force dans les
faible profondeur du canyon. Ce qui explique aussi que les plages Estacade, Centrale, Prévent de Cabreton sont souvent beaucoup moins agitées qu'au nord d'Osgore ou qu'à Santochat. Et à Santochat, on retrouve la même chose qu'on a aux Estagnaux ou au nord, c'est-à-dire la houle qui arrive normalement et qui est assez forte. Donc il n'y a pas une explication liée au gouffre par rapport aux vagues de Santochat, de la piste ou de la pointe ou de la benne ou plus loin. Voilà, c'est juste sur le gouffre. Ouais, il y a quand même un phénomène de diffraction pour ceux qui ont fait de l'optique. Et on remarque plus la houle est longue et moins à Cabreton on voit de vagues, alors que sur Seignos ou la Benne c'est énorme. Et plus la houle est courte, c'est-à-dire en fréquence en secondes, et plus on voit des vagues arriver à la Centrale, au Prévent, tout ça. Plus la houle est longue et plus elle est diffractée sur les extrémités du canyon. Bonsoir. Moi, la question, c'était sur le gouffre. Est-ce qu'il y a d'autres parties qui sont étudiées, comme la vôtre, pour justement faire une comparaison de vos études, peut-être en Espagne? Et j'ai une deuxième question, pardon. Et est-ce que vous étudiez une zone élargie ici pour justement constater des différences que vous n'avez pas eu le temps de signaler, puisque c'était quand même assez bref? Merci. En fait, il y a la station Ifremer d'Anglette étudie un récif du côté de Saint-Jean-de-Luz qui leur sert justement à comparer, à créer de la donnée. Il y a pas mal de similitudes et c'est pour ça qu'on est en échange non officiel. Hein, c'est parce qu'entre amis de la mer, passionnés de mer, on échange pas mal. Et donc dans le secteur, il y a du côté de Saint-Jean-de-Luz. Notre équipe en rêverait d'aller au large de La Rochelle, où il y a un haut fond. C'est le rêve de tout plongeur. Il part de 90 mètres de profondeur et il s'arrête à 8 mètres sous la surface, une montagne. Et on pense qu'il peut y avoir des similitudes entre ce qu'on a trouvé à Cabreton et là-bas. Et on sait qu'au large de la Bretagne, pareil, il y a 2-3 roches qui ont été étudiées où ils ont trouvé aussi quelques espèces proches des nôtres. Donc voilà, ça c'est pour la façade. Ensuite, si on descend sur le Portugal, en Galice, les Espagnols ont beaucoup étudié ce genre d'animaux. Et là, justement, on y va cet été. On retourne à Nazaré, où, comme un peu à Cabreton, c'était plutôt les géologues qui s'intéressaient au canyon et pas trop les biologistes. On s'intéresse plutôt à la bathymétrie aux habitants. Et là-bas, quand on y est déjà allé il y a quelques années, on a trouvé aussi des coraux d'eau froide. Et donc, on doit y retourner pour faire de l'identification. Ça répond à la zone géographique. Maintenant, au niveau du canyon, il y a un endroit en particulier qu'on surveille, parce que c'est là où on y a trouvé le plus de biodiversité. Alors, c'est peut-être parce qu'on y plonge le plus aussi. C'est la corrélation à faire. Et après, il y a d'autres endroits. Mais la difficulté, c'est savoir quand on est à la surface, sur notre bateau, où est la roche. Et en fait, je pense que tous les pêcheurs qui sont dans cette salle voient la problématique. Ce n'est pas le sondeur qui est qui parle beaucoup. Il y a pas mal de passages à vide. Entre-temps, on a eu de bonnes relations avec les géologues de l'Université de Bordeaux et on échange des cartes qui nous permettent justement de trouver d'autres zones de roches que même les pêcheurs ne savaient pas. Et donc, comme ça, petit à petit, on arrive à étendre notre territoire d'exploration. Et puis en plus, il y en a qui s'appelle Chez Loulou. Il est profond, mais c'est jouable. Je voulais juste ajouter que l'expertise des plongeurs de Cap Gouffre, elle n'existe pas au Portugal. C'est-à-dire qu'ils sont les premiers à avoir plongé sur le canyon de Nazaré. Je n'ai pas eu le temps de vous le montrer parce que ça nous aurait mené trop loin, mais pour expliquer la formation des vagues de Nazaré, c'est dû à la dérive littorale et au canyon de Nazaré qui a une forme un peu de tuyau de poêle et qui fait se percuter plusieurs trains de houle. Et quand ça se percute, on arrive à des vagues de plus de 30 mètres. Et donc, ce qui est formidable pour les gens de Nazaré, c'est d'avoir une équipe comme celle de Nicolas qui est capable de descendre dans le canyon où personne n'était descendu. Ils ont fait des photos de nidibranches, de créatures qu'ils n'avaient jamais vues. C'est un endroit beaucoup plus difficile, je pense, que le gouffre parce qu'il descend, vous partez de la plage et très vite, là, vous avez un tombant, je crois, et vous avez des profondeurs assez importantes avec beaucoup de courants. Donc, on a la chance d'y retourner cet été.
enfin eux surtout, les plongeurs, pour faire de nouvelles découvertes. Et les Portugais et les gens de Nazaré et les gens du centre hydrographique, c'est-à-dire l'équivalent d'Ifremer, sont très très en attente de ces résultats. Une petite question, bonsoir à tous. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouffre fait l'objet de surveillance, entre guillemets, en termes d'évolution de température, de salinité ou de mouvement de terrain avec des capteurs qui pourraient être déposés et donc permettre d'avoir des informations, une remontée d'informations sur tous ces éléments-là? Oui, il y a le laboratoire EPOC qui est à Bordeaux, qui le suit depuis longtemps même. Comme a dit Hugo tout à l'heure, la bathymétrie est faite 2 fois par an. Donc déjà, on a le contour de la tête notamment. Au niveau température, Ifremer fait un suivi sur un point GPS à proximité du canyon qui nous donne toute la courbe de température tout au long de l'année et d'autres, de la chimie, etc. D'ailleurs, ces données sont en accès libre sur Internet, il faut fouiller un peu quand même. Donc voilà les suivis. Nous, pour étudier la croissance du corail noir, on va mettre des capteurs de température aussi plus profonds. Donc on aura aussi, le but du jeu, c'est corréler la température de l'eau avec la croissance pour voir le lien. Donc voilà. Bonsoir. Merci beaucoup pour vos présentations. Je vais avoir 2 questions. La première, c'est vous nous avez montré de très belles photos avec des nudibranches colorées, des gorgones, tout ça. Mais on est dans la zone mésophotique, donc avec très peu de lumière. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu du coup le rôle de cette couleur dans une zone très peu lumineuse? Et ma deuxième question, ça va être vous êtes est-ce que vous êtes épaulé donc par d'autres centres de recherche comme vous l'avez dit l'Ifremer, etc. Est-ce que vous avez un soutien scientifique et financier aussi, ça peut aider? Non, financier pas trop. Pour l'instant. Justement, l'OFB est très avide de nos données, donc ça c'est tout frais. Il a fallu qu'on fasse nos preuves, entre guillemets, et qu'on arrive avec une quantité de données à échanger. Et donc l'OFB veut justement en veut plus, et donc est en train de nous mettre de plus en plus à des relations avec d'autres chercheurs. On n'a pas parlé, il y a les récifs d'Hermel aussi qui sont protégés, et on en a trouvé sur les rebords du canyon. Et il faut les placer sur une carte, savoir quelle espèce il s'agit. Donc c'est surtout du contact de bouche à oreille. Pour l'instant, on n'a pas, si ce n'est le soutien amical de plein d'institutions, mais il n'y a pas de convention, si on veut parler administrativement. Voilà. Maintenant, le monde des plongeurs n'est pas très étendu et on a facilement des contacts, des mails, des échanges qui font qu'à un moment ou un autre, nos photos arrivent à être identifiées et confirmées. On a fait quelques prélèvements. Malheureusement, il y a un nudibranche qui a fini dans de l'alcool pour la science et qui a permis justement une analyse génétique. On travaille aussi avec le Muséum d'histoire naturelle où on a fait des prélèvements d'ADN environnemental, c'est ceux qui connaissent. Ça permet d'avoir la liste exhaustive des poissons qu'il y a eu dans la colonne d'eau avant notre passage. On a trouvé quelques... Alors, je ne saurais pas l'expliquer simplement. Je préférerais, si quelqu'un veut tenter l'explication des couleurs, mais on sait que ces couleurs, à chaque fois, elles surprennent le grand public, parce qu'on s'attend à un fond gris sombre, et dès qu'on met les projecteurs, c'est assez coloré. Ouais. Ça devient gris, mais ouais. J'ai une question, s'il vous plaît. Ça fait plusieurs fois que j'assiste aux conférences d'Hugo et que je trouve passionnantes, la raison pour laquelle je suis ici à nouveau. Je vois que ce gouffre, pour moi, est une découverte absolument extraordinaire depuis que j'habite dans la région. Et en fait, ça fait partie du patrimoine de la France. La France a le 2e plus grand territoire maritime au monde, évidemment tout proche de nos côtes, mais évidemment dans toutes les mers du monde. Et je suis assez étonné du faible engagement de l'État, du gouvernement d'une façon générale pour
connaître ce qui est là dans notre territoire. Ce sont finalement des passionnés, les gens qui vivent près de ces lieux qui en font la promotion, et quelque part je trouve ça assez dommageable. Je n'ai pas de grande connaissance de ce que fait l'Ifremer, de ce que font les universités. La dernière fois, j'étais venu assister à cette conférence avec cette personne de l'Ifremer qui avait plongé pendant un certain temps pour le passage du câble. Et puis, donc, cet archéologue qui s'intéressait plutôt à tout ce qui se faisait sur Terre. Et au bout d'un moment, ils se sont dit « Ah, mais il faut peut-être qu'on s'intéresse aussi à ce qui se passe sous les eaux ». En fait, c'est comme si les humains, on ne voyait pas vraiment... Enfin, tout ce qu'on ne voit pas, on ne s'y intéresse pas, quoi. Et on n'y met pas de... Alors que c'est une richesse absolument fantastique. Enfin voilà, je voulais avoir un peu votre sentiment là-dessus. Comment est-ce qu'on pourrait donner un peu d'énergie avec... Vous êtes en train de le faire, et nous sommes tous en train de le faire. C'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser au canyon en 2005, enfin au canyon, au gouffre, parce qu'à l'époque, je ne savais pas que c'était un canyon, même à Cabreton, je trouvais absolument personne pour me dire de quoi il s'agissait. Ils disaient oh, c'est un gouffre, c'est une faille, c'est une fosse, ça se limitait un peu à ça. Et donc il y a une méconnaissance totale de cet objet géologique. Des canyons, il y en a plein la planète, mais des canyons reliés au littoral, il y en a très peu. Au départ, je me suis dit tiens, on pourrait essayer de l'inscrire au patrimoine français, comme certaines montagnes. Bon, et puis en fait, c'est toujours comme en France, un chemin de croix, c'est même pas la peine, on laisse tomber, etc. Mais finalement, petit à petit, voilà, on a attiré... Alors Ifremer, vous parliez d'Ifremer, c'est quand même eux qui ont cartographié. Je disais, on parlait des noms, tant qu'on n'a pas de nom, on ne connaît pas les endroits. Et quand on ne cartographie pas, alors là, le canyon, là, on ne sait même pas ce que c'est. C'est un truc qui part dans l'eau, on ne sait pas où. Donc pendant 20 ans, Ifremer a cartographié le canyon, qui nous permet d'avoir cette carte complète qui est la seule qui existe. Et donc, petit à petit, le canyon, le gouffre, est en train de connaître un peu ses lettres de noblesse. Il est installé maintenant dans la ville de Cabreton, ce gouffre. Les gens disent que c'est la cité du gouffre, donc ça ne va pas partir. Et la journée du gouffre, on a les gens d'Ifremer, on a des tas de chercheurs passionnants qui vont venir donc, le 12 octobre, je vous recommande, prochain. Et donc voilà, petit à petit, le canyon fait son chemin et se fait connaître des chercheurs et finira par trouver sa vraie place dans le patrimoine français. Vous avez raison de dire qu'on est le deuxième domaine maritime mondial. Et moi, je suis révolté, scandalisé et désolé de voir à quel point la France ne sait pas exploiter la mer. Quand je dis exploiter la mer, c'est l'inverse de ce qu'on peut croire, mais c'est-à-dire on a tous ces richesses extraordinaires, un des pays les plus riches au monde en matière maritime, mais on pourrait tout faire avec ça et on laisse complètement ça à volo, c'est le cas de le dire. Donc ça, c'est un crève-cœur. C'est certainement un crève-cœur. Et le gouffre, c'est un petit symbole. On essaye de... Voilà, vous êtes là, on parle de l'océan, on parle de tas de choses, et c'est grâce à ce canyon. Donc on espère que petit à petit, le canyon deviendra grand. Juste une dernière question, et après on va certainement se quitter, puisque je vois qu'il y en a déjà plein qui essayent de quitter la salle. Merci. Bon, je vais être brève. Il est évident que vous avez besoin de financement, ne serait-ce que pour continuer vos découvertes, pour acheter du matériel un peu plus pointu. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à vous aider, mais on ne sait pas comment faire. Pourquoi pas créer une association du genre les Amis du Gouffre de Cabreton, avec une cotisation, et ceux qui le souhaitent pourraient participer et vous aider, vous soutenir. Et ça ne serait pas possible de faire ça? Mais il faut oser. Un panier à la sortie. Non, déjà, il y a le budget participatif landais. C'est le département des Landes met une enveloppe à partager entre les différents projets. Ben, si vous aimez le canyon et tout, déjà, ça ne coûte rien. Un vote en ligne, ça prend 3 minutes. Il y aura campagne, vous en entendrez parler partout. C'est sur le site du département des Landes. Et vous pouvez retrouver les coordonnées de l'association sur le site de la ville de Cabreton, comme toutes les associations cabretonnaises. Donc, vous avez leurs coordonnées, leur numéro de téléphone. Ils ont également une page Facebook où ils vous parlent régulièrement de leur actualité. Donc, n'hésitez pas à les suivre aussi. Ça les soutient de voir qu'ils ont des gens qui les suivent. Merci.
c'est bientôt la fête des pères. Alors Nicolas, ce soir, c'est un peu l'invité surprise. Donc vous avez la boutique des produits dérivés de la MOP. Donc vous pouvez retrouver tous les documents qui parlent du gouffre. La prochaine fois, il viendra avec sa boutique de produits dérivés aussi. Merci à tous d'être venus aussi nombreux.